Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue et merci à tous d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Donc, nous animerons, Simon et moi-même, Amélie, ce deuxième webinaire intitulé IA, meilleur ami ou pire ennemi du marketeur. Mais avant de commencer, on va laisser la parole à Nils, notre président d'association, pour qu'il puisse vous présenter Marketeur en quelques mots. Bon, je vais commencer tout de même sans la caméra. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent. Comme Amélie l'a dit, donc, je suis président, mais je vais surtout parler au nom de tous les membres de l'association. Donc ça nous fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a autant de monde en fait, qui se sont inscrits à cette conférence, même si c'est un sujet de niche par rapport à notre première conférence donc, sur le consommer moins. Hop, la caméra. On espère que la conférence répondra à toutes vos attentes. Pour cela, on a donc deux experts, deux intervenants qualifiés, à savoir Stéphane Amarcy donc, et Martin Gaillard, qui se présenteront tout à l'heure. On les remercie pour leur présence. Et également, on remercie donc Coralie Gourlet et Julie Hamon de la Braise Marketing Academy, donc, qui a su totalement nous faire confiance toute cette année et nous accompagner. Je vais leur laisser la parole et je vous souhaite une très très belle conférence à toutes et à tous. Merci. Voilà, parfait. Du coup, la Braise Marketing Academy, c'est le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne. Donc, ça a été créé en 2017, donc à l'initiative du réseau Produits en Bretagne. Et l'idée, en fait, de faire un réseau de marketeurs et de communicants, c'est que ça n'existait pas en Bretagne. Donc, ça répondait à un besoin de se retrouver entre pairs pour apprendre, échanger, partager en toute convivialité, trouver des solutions marketing en Bretagne, s'ouvrir, prendre de la hauteur et puis valoriser l'offre autonome des prestations marketing. Pourquoi aller chercher ailleurs des prestations marketing qu'on peut trouver sur le territoire? Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, on s'adresse donc aux professionnels du marketing et de la communication basés en Bretagne, Loire-Atlantique inclus, puisque c'est dans notre périmètre. Et nous nous adressons également à l'ensemble des enseignants-chercheurs en Bretagne, en marketing et communication, qui font d'excellentes recherches sur différents sujets qui doivent être partagés auprès des professionnels pour, pareil, toujours apprendre. Donc, on peut communiquer sur la page, vous pouvez rejoindre la page LinkedIn de la Braise Marketing Academy. Je vais le mettre dans la discussion. Je vais mettre le lien comme ça, si vous voulez rejoindre, vous pouvez vous inscrire. Je vais mettre après le lien. Et du coup, comment on fonctionne? Donc, on peut passer à la slide suivante. On a donc 3 à 4 rencontres régionales par an qui sont ouvertes et gratuites à tous. On a eu une fois une rencontre payante, mais c'était juste pour le repas derrière. Donc voilà, c'est vraiment très ouvert ou gratuit. Et les rencontres régionales permettent de prendre de la hauteur sur différents sujets. Donc là, vous voyez un petit peu le planning de l'année. Donc, on a fait sur le marketing territorial le 2 février dernier. Donc, le replay est disponible. On va faire sur le marketing de la diversité le 8 avril, sur les neurosciences le 15 juin et le 14 octobre sur l'impact du climat sur la stratégie marketing. Compte tenu du contexte actuel, on est en train de réfléchir également à des nouveaux projets. On en saura plus dans les semaines à venir. Je vais passer du coup la parole à Julie Hamon, qui est l'animatrice Braise Marketing Academy, donc d'Ille-et-Vilaine, puisqu'on a une animation en local également. À toi, Julie. Bonjour à tous, ravi de pouvoir soutenir en tout cas la Braise Marketing Academy. On est ravis de pouvoir soutenir les marketeurs. Comme le disait Coralie, moi je suis l'animatrice pour le 35. L'idée à chaque fois, c'est qu'au niveau départemental, on fasse également des rencontres entre professionnels. Alors, en dehors du contexte, on essaie de se voir pour se rencontrer, échanger, et c'est souvent pour reprendre des thèmes qui ont été vus au niveau régional, mais pouvoir vraiment échanger plus concrètement sur nos exemples au sein de nos entreprises. Donc, c'est sûr que le contexte nous oblige à changer tout ça, mais voilà, il ne faut pas hésiter à rejoindre le réseau. Et petit appel aussi à candidature avec Coralie, on cherche quelqu'un pour co-animer aussi le 35 et pour m'aider. Donc, si des personnes sont intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis d'échanger avec Coralie. Voilà. Donc, n'hésitez pas.
merci à toute l'équipe des marketeurs pour votre travail cette année. Je sais que ce n'est pas évident, donc bravo à vous pour avoir organisé. On est vraiment très, très contents. Je suis très ravie d'avoir été marraine tout au long de l'année et que ça continuera les années prochaines. On a fait un beau travail ensemble cette année. Merci. Merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Donc, avant de vous présenter nos deux invités, nous allons tout d'abord commencer avec un petit cadrage théorique du sujet. Simon, si tu veux commencer. Bien sûr. Alors, non, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains et prendre le pouvoir sur Terre d'ici 10 ans, ni d'ici 20 d'ailleurs, et personne ne sait si elle le fera un jour. Et oui, nous sommes en droit de nous demander pourquoi est-ce qu'on en est toujours rendu à un Siri qui ne comprend rien et pas encore aux voitures volantes. C'est afin de répondre, entre autres, à ces questions, mais aussi à d'autres, que nous allons discuter pendant un peu plus d'une heure de l'intelligence artificielle. L'IA est déjà très présente dans nos vies, mais comme la majorité des marketeurs, nous l'utilisons sans vraiment en comprendre les différents ressorts. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons très rapidement le concept afin d'être sûr que nous partions tous sur de bonnes bases. Donc, très simplement, l'intelligence artificielle, elle va consister à mettre en œuvre un certain nombre de techniques qui vont permettre ensuite aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Et donc, ces machines qui sont dotées d'IA, elles mémorisent des comportements qui vont leur permettre par la suite d'agir correctement selon les situations et même de résoudre des problèmes. Et donc, cet apprentissage, il va se réaliser grâce à une base de données et des algorithmes. Et donc, ce travail va aider la machine à mesurer l'importance d'un problème, à reconnaître les situations passées qui sont similaires et donc à envisager les solutions possibles pour agir de la meilleure façon. Donc, toutes les IA ne fonctionnent pas de la même façon. Il existe différents types d'IA, mais on ne va pas s'attarder dessus maintenant parce que nos invités seront bien plus à même que nous de vous les expliquer. Dans tous les cas, notre constat, c'est le suivant. L'intelligence artificielle, c'est présent dans énormément de secteurs sans même qu'on le remarque. Par exemple, c'est elle qui, dans le domaine militaire, va aider à la prise de décision pour les drones. C'est elle qui, dans le secteur financier, va aider à évaluer les risques d'une opération. Le secteur de la médecine a recours à l'IA pour des diagnostics de pathologie. Les jeux vidéo l'utilisent pour l'animation des personnages non joueurs. Les transports en commun l'exploitent pour la gestion de trafic. Le sport même, il trouve un intérêt en développant par exemple des robots qui étaient juges de ligne au dernier Open d'Australie de tennis. Donc l'IA est partout. Et donc, le secteur du marketing n'y échappe pas et y voit un potentiel énorme. Oui, mais alors, preuve que ce n'est pas une science d'aujourd'hui, les premières traces de l'IA remontent à 1950, donc dans un article d'Alan Turing intitulé Computing, Machinery and Intelligence, dans lequel ce mathématicien va explorer la question de la conscience de la machine. Et donc, c'est de cet article que naît le fameux test de Turing, qui va permettre d'évaluer la capacité d'une machine à converser avec un humain. Dès le milieu des années 60, la recherche autour de l'IA sur le sol américain était principalement financée par le département de la Défense. Puis petit à petit, des laboratoires de recherche spécialisés ils ouvrent partout à travers le monde et certains experts prédisent déjà à l'IA un avenir radieux pour le début des années 2000. Le développement exponentiel des performances informatiques permet entre 1990 et 2000 d'exploiter l'IA sur des terrains jusqu'alors peu communs. On retrouve à cette époque le data mining ou encore des diagnostics médicaux. Mais il faudra attendre 1997 pour une véritable sortie médiatique lorsque le supercalculateur Deep Blue, créé par IBM, va battre Garry Kasparov, donc le champion du monde d'échecs, pour la première fois. Et puis ensuite, donc, viennent les années 2000, et là, l'IA, ça devient vraiment un phénomène de société. Donc, ça s'illustre principalement dans le domaine culturel, et plus particulièrement dans le domaine audiovisuel, dans lequel donc, il y a plusieurs films de science-fiction, par exemple, qui utilisent l'IA. Le plus connu, c'est Matrix, dont le premier opus est sorti en 1999. Dans le même temps, il y a la question de l'éthique et de l'IA qui se crée et qui se développe dans l'esprit des gens. Ensuite, entre 2000 et 2010, il y a l'explosion du nombre d'ordinateurs personnels et de smartphones dans les foyers qui se fait sentir. Et donc, ça permet à l'IA de multiplier de manière exponentielle les données qui peuvent être traitées et donc d'avoir des analyses qui sont de plus en plus fines. Et enfin, entre 2010 et 2020, les utilisations de l'IA, elles s'intensifient. Elles occupent une place médiatique qui est bien plus importante qu'avant. Et donc, les questions d'éthique et de capacité de l'IA questionnent les foules. Et finalement, l'influence que cette nouvelle technologie aura sur nos vies préoccupe tout autant qu'elle fascine. Et c'est donc en tant que marketeurs que nous nous posons la question des conséquences du développement de cet outil sur notre futur. Alors, l'intelligence artificielle, meilleur ami ou pire ennemi du marketeur ?
Pour y répondre, ce matin, nous aborderons cette conférence en 3 parties. La première visera à vous présenter la présence de l'IA dans nos vies quotidiennes et surtout son influence. Nous ferons dans un second temps un focus sur le marketing du futur avant de finir sur les limites que procure cette IA. Sachez que nous garderons un temps à la fin de la conférence pour répondre à vos questions que vous pouvez donc dès maintenant garder dans un coin de vos têtes. Et donc, c'est pour répondre à toutes ces problématiques que nous avons le plaisir de recevoir deux intervenants de grande qualité. Nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Ce sont Martin Gaillard et Stéphane Amarcy. Si vous voulez activer vos caméras et dire bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Martin d'abord, si vous voulez vous présenter rapidement, qui êtes-vous, Martin Gaillard ? Merci Simon. Martin Gaillard, je dirige actuellement une société qui s'appelle Unicorn, qui a pour mission d'accompagner les TPE et les PME dans leur croissance digitale avec des leviers digitaux, dont l'IA fait évidemment partie. Et au-delà de ça, je suis observateur intéressé par l'IA, puisque j'ai travaillé longtemps dans des sociétés qui s'en servaient, ou en tout cas qui avaient une donnée essentielle pour s'en servir, à savoir SFR, Yves Rocher, mais d'autres. Voilà pour qui je suis. Merci. Et vous, Stéphane, est-ce que vous voulez bien également vous présenter rapidement ? Volontiers, je suis Stéphane Amarcy, je dirige une société qui s'appelle Diem. On construit des logiciels pour le marketing bourrés d'IA qui vont permettre de traiter chaque consommateur de façon singulière. Je vous expliquerai ça un peu plus précisément tout à l'heure parce que ça change considérablement la façon de faire du marketing. De formation, moi, je suis mathématicien, mais je baigne dans le marketing depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, je considère qu'aujourd'hui, je suis plus marketeur que mathématicien. Et en 2017, j'ai écrit un livre, justement, parce qu'en réfléchissant à ce qu'on allait faire de l'IA dans la société en général et dans le marketing en particulier, j'ai réalisé que beaucoup de choses qu'on pensait allaient disparaître. Et j'ai voulu partager ces réflexions dans un livre qui s'appelle « Mon directeur marketing sur un algorithme ». Et c'est aussi ce qui m'a poussé à transformer considérablement ma société, puisque grosso modo, j'ai vu que 85% de ce qu'on faisait allait disparaître. Alors, je ne savais pas dire si c'était dans 5 ans, dans 10 ans, mais je savais que ça allait disparaître. Donc, j'ai décidé d'être acteur de cette disparition de façon à nous préparer pour être pérenne dans la durée. Et je suis basé à Paris, on travaille à l'international, mais nous avons un peu de capitaux bretons dans notre capitale, puisque le groupe Ouest France et Arkea sont actionnaires de Diem. Bon, c'est peut-être pour ça que vous avez été invité. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien, tous les deux, on peut reprendre le même ordre, décrire l'IA en une phrase ? Ce que c'est pour vous l'IA en une phrase ? L'IA, selon moi, c'est un outil qui est capable de 2 choses. De prendre des décisions de façon autonome, ça c'est le premier point, et d'apprendre de façon autonome. Ok. Je ne peux pas être plus concis. C'est très bien. Et pour moi, c'est d'abord d'apprendre. S'il n'y a pas d'auto-apprentissage, il n'y a pas d'IA. Et ça reviendra sur des discussions qu'on pourra avoir tout à l'heure, ce que c'est exactement que l'IA. Mais typiquement, une règle de décision, un système expert, ce n'est pas de l'IA pour moi. Je parle d'IA à partir du moment où il y a une capacité d'auto-apprendre. Et c'est grâce à cet auto-apprentissage qu'on garantit une pérennité du savoir et de la forme, entre guillemets, d'intelligence. Super. Merci à tous les deux pour cette petite introduction. On va donc pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet avec notre première partie sur la présence de l'IA dans nos quotidiens et surtout son influence. Car en tant que consommateur, même si on ne le remarque pas forcément, on fait face à l'IA du matin au soir dans notre quotidien. C'est d'ailleurs, Stéphane, ce que vous décrivez dans votre livre. Donc Stéphane, pouvez-vous nous dire quand nous croisons l'IA précisément dans notre quotidien ? Alors, plutôt que de vous raconter ça comme ça, je vais vous raconter une journée type. Alors, imaginons que ça soit ma journée d'hier. Alors, je vous interdis de rire à certains moments, puisque sinon, je le prendrais très mal. Mais hier matin, à 7h30, j'ai eu un réveil agréable grâce à mon réveil intelligent qui a choisi exactement l'instant de sonnerie en fonction de mon cycle de sommeil. Son algorithme dispose de toutes les informations nécessaires grâce à ses capteurs qui analysent mon sommeil. J'allume ma tablette pour lire ma revue de presse personnalisée par un algorithme, tout en écoutant de la musique choisie par Suite Deezer. 8h15, pendant que je regarde de nouvelles recommandations d'amis de Facebook,
Waze m'alerte que le trafic est dense aujourd'hui et que je ferais bien de me dépêcher si je veux être à l'heure à mon rendez-vous, qui est pour le coup inhabituel, parce qu'il est à un autre endroit. Il le sait, tout ça. À 11 heures, je suis en train d'écrire un document en anglais. Je me fais aider de Google Translate, mais je ne suis pas satisfait des résultats. Donc, je prends mon vieux dictionnaire. Je demande oralement à Cortana de me trouver l'adresse du restaurant de mon rendez-vous de ce soir. Et ce rendez-vous, il n'est pas tout à fait par hasard. Il a été choisi, vous le verrez, avec une personne que j'ai rencontrée sur, devinez ce que ça peut être. Évidemment, ça sera avec le Tinder. Mon téléphone me rappelle que je suis en retard sur le nombre de pas, sur mon effort quotidien pour être parfaitement en forme. Je vais sur Amazon et là aussi, je vois évidemment des produits que j'ai déjà regardés, mais je vois surtout des produits que je devrais aimer. D'ailleurs, j'en achète un. Je suis en retard à mon rendez-vous, je commande un Uber. Il sera là dans 3 minutes. Si j'accepte une majoration tarifaire non négociable, car gérée par un algorithme. Dans le restaurant, avec la fameuse personne recommandée par Tinder, je m'aperçois qu'on se ressemble tellement qu'on n'a rien à se dire. Du coup, 23h07, je suis chez moi. Je regarde un film recommandé par Netflix. Après 15 minutes, j'ai un violent mal de ventre qui apparaît. Citizen Doc me permet, grâce à son algorithme et mes symptômes, de me dire ce que je dois prendre comme médicament. Voilà une journée type. Là, c'est une journée très personnelle. Et je vais me permettre de vous partager une autre anecdote professionnelle cette fois-ci, qui vous permettra de voir que l'algorithmie, elle n'est pas simplement dans le titre personnel, mais elle a des impacts professionnels. Ça n'a rien à voir avec le marketing. C'était il y a 2 ans. Je rentrais d'un voyage. À ce moment-là, on pouvait encore voyager. C'était assez sympa. Et c'était tard le soir. Je rentrais sur Paris. Je somnolais. Et à un moment donné, j'entends le pilote faire une annonce. Et il dit exactement ça. Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques, nous allons atterrir automatiquement. Alors, au début, comme je somnolais, je me dis, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il disait. J'attends qu'il le dise en anglais. Et oui, il confirme, compte tenu des mauvaises conditions météorologiques, nous allons atterrir automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un symbole très fort, c'est-à-dire que c'est le maître à bord, celui qui dirige l'avion, qui dit, ben moi, humain, je suis dépassé, je ne sais pas faire. Et donc, je vais appuyer sur le petit bouton qui va faire qu'on atterrit automatiquement. Alors évidemment, vous imaginez que dans l'avion, tout le monde s'est regardé, pas très à l'aise. Et finalement, ça a été l'atterrissage le plus doux qui soit. Et à ce moment-là, évidemment, naturellement, la question avec mon voisin, ça a été de se dire, mais pourquoi on n'atterrit pas toujours comme ça? Donc, vous voyez, l'acceptation, elle est implicite dans ce qu'on fait personnellement et elle peut être explicite par le domaine professionnel via l'expérience. Ok. Bah, merci beaucoup. Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair sur toutes les fois où on croise l'IA, que ce soit donc sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Histoire de creuser un petit peu le fonctionnement même de l'IA, on aimerait bien aller voir comment fonctionne l'IA dans des outils qu'on utilise tous et depuis un certain temps, qui sont les réseaux sociaux. Martin, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous expliquer le fonctionnement de l'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que Instagram et Facebook gagnent à avoir intégré l'IA à leur plateforme? Quel est l'intérêt pour ces plateformes, tout simplement, d'utiliser l'intelligence artificielle? Alors, l'IA dans les réseaux sociaux, elle est nombreuse. Il y en a plusieurs. On ne parle pas d'une seule, mais bien de plusieurs blocs qui vont avoir des missions un petit peu différentes. On peut prendre, par exemple, en tant que consommateur, celle avec laquelle on est peut-être le plus confronté ou de façon la plus frontale, ça va être l'IA qui aura pour but de vous proposer le contenu toujours le plus adapté à votre besoin, à votre demande. Alors, adapté à votre besoin, à votre demande, ça veut dire, au-delà de ce que vous aimez, ça veut dire le temps que vous avez à consacrer au réseau. Si habituellement, vous consacrez 20 minutes par jour à LinkedIn, à Twitter, à Instagram, à ce que vous voulez. Globalement, ils fonctionnent tous pareil. Les seules différences, ce sont des petits poteurs qu'on vient ajuster pour changer l'importance de tel ou tel critère, mais globalement, tous les réseaux sociaux ont la même façon de fonctionner. Si vous avez l'habitude de passer 25 minutes sur Facebook tous les soirs, eh bien, l'IA va vous proposer, va vous préparer, va vous travailler un contenu pour vous, spécialement adapté à votre personnalité, à votre consommation, pour une durée, non pas de 20 minutes, non pas de 25 minutes, puisque son objectif à lui, c'est de vous y faire rester un petit peu plus longtemps, donc peut-être 27, 28, 29, 30. Ça va être une première IA avec laquelle on est extrêmement confronté et qui, pour le coup, peut être dangereuse, alors pas dans son fonctionnement, mais peut-être dangereuse dans son ignorance. C'est-à-dire que si on ne sait pas qu'en face, c'est un contenu qui est préparé
dans l'objectif de nous faire rester un peu plus longtemps, on peut avoir quelques soucis en tant que citoyen, consommateur ou utilisateur en tout cas. Ensuite, vous avez d'autres algorithmes qui viennent se positionner. Je pense par exemple à un algorithme qui est très puissant sur certains, un petit peu moins sur d'autres, qui est l'algorithme de reconnaissance de ce que vous postez. Que vous postiez une photo, une vidéo, un texte, vous imaginez bien que personne ne lit ce que vous êtes en train de poster ou personne ne regarde ce que vous êtes en train de poster ou très peu. Et que c'est une intelligence artificielle qui vient caractériser l'ensemble de ce que vous avez posté. Est-ce que c'est une vidéo courte, longue? Est-ce qu'elle vient de tel endroit du monde, de tel sujet? Est-ce qu'elle est faite par 2, 3, 4, 5, 10 personnes, etc. Ça, c'est la deuxième IA qu'on va retrouver et qui a, à mon sens, fait un bond dans les derniers temps, dans les dernières années, vraiment important. Voilà les deux principales qu'on peut retrouver. Il y en a d'autres, hein, je passe. Mais... Et globalement, est-ce que selon vous, cette IA, elle est plutôt néfaste ou plutôt bénéfique pour le consommateur? Alors, si on se place d'un point de vue consommateur et non pas marketeur, on change notre fusil d'épaule. Si on passe d'un point de vue consommateur, il y a un vrai sujet qui n'est pas nécessairement lié à l'IA, qui est plus lié à l'usage des réseaux sociaux. Vous l'avez compris que les deux sujets étaient extrêmement imbriqués, qui est ce qu'on va appeler les bulles de filtre, ce qu'on appelle en anglais les filters bubbles. C'est ce phénomène qui consiste à vous proposer toujours des sujets auxquels par lesquels vous allez être intéressé. C'est-à-dire que si vous avez, alors je prends souvent l'histoire de la Terre plate pour illustrer cette problématique-là, on a une recrudescence des gens qui pensent que la Terre est plate, qui pensent que la Terre est plate, 10% en France, 16% aux États-Unis. Pourquoi? Alors, le phénomène est assez intéressant. Comment est-ce qu'on peut l'illustrer? Si le matin, quand je me lève, je regarde mon Facebook et je like une publication, ou en tout cas, je lis une publication sur la Terre plate, l'algorithme va considérer que c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un peu plus subtil que ça, mais dans les grandes lignes, c'est l'idée. Je vais aller sur mon YouTube le midi sur ma pause déjeuner. Alors, je ne refais pas la journée de Stéphane, mais l'idée, c'est que je peux aussi passer beaucoup de temps sur les réseaux. Et je vais regarder un premier reportage sur la Terre est plate. Donc forcément, YouTube va considérer que c'est un sujet qui m'intéresse. Et lui, son objectif, ce n'est pas de construire ma pensée, c'est bien de me divertir. C'est bien de me proposer un sujet qui ne va pas me permettre de me remettre en question, mais que je vais consommer sans tellement me poser de questions. Et à partir de ce moment-là, au bout de 6 mois, je serais fou, voire complètement cinglé de penser que la Terre est ronde. Ça fait 6 mois qu'on m'abreuve la Terre est plate, la Terre est plate, la Terre est plate. J'aurais du mal à penser l'inverse. Donc ça, c'est un premier phénomène qu'on voit et qui est un peu inquiétant parce que les réseaux sociaux remplissent un rôle qui est extrêmement important. On s'y informe, on vient y prendre, on y passe beaucoup de temps, hein. La moyenne d'un Français aujourd'hui, c'est 1h30. Ça comprend votre petit frère, votre petite sœur, mais ça comprend aussi vos grands-parents. Donc forcément, c'est important. Et vous avez des pays où ça l'est encore plus, hein. Les Philippines, 3h45 par jour, sur une journée de 24 heures comme nous. Donc forcément, ce mécanisme-là peut créer des problèmes. Alors, c'est intrinsèquement lié à l'IA, mais voilà, c'est l'usage de l'IA qu'on fait dans les réseaux sociaux. D'accord. Et pour rebondir du coup sur ces réseaux, celui qui est en pleine explosion en ce moment et dont le nombre d'utilisateurs ne cesse de croître, je pense que personne n'a pu le manquer, c'est TikTok. Et donc, l'une des raisons de leur grand succès, c'est l'utilisation de l'IA, qui est devenue très puissante de leur côté. Donc, Martin, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que TikTok a réussi à faire différemment des autres et qui lui a donc permis de connaître cette réussite? Alors déjà, TikTok, il a attendu, contrairement aux autres. Là où Facebook je ne vais pas dire qu'il a trouvé son succès par hasard. J'aimerais trouver le même succès que Facebook complètement par hasard, mais je ne le crois pas. Et je pense qu'ils n'avaient pas, quand ils ont créé Facebook, la volonté, ou en tout cas la compréhension de ce qu'ils étaient en train de faire. Ce qui n'est pas forcément le cas de TikTok. TikTok, c'était une machine. Donc TikTok, c'est chinois. Pour redonner un peu le contexte, c'est un réseau social chinois qui s'est créé en 2016 en Chine et qui est vraiment arrivé en Europe, aux États-Unis, courant 2017, courant 2018, et qui a subi une forte explosion courant du confinement mondial de la grande pandémie de 2020.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Quand ils ont créé TikTok, c'était volontairement le prétexte qui a été utilisé pour créer TikTok, c'était volontairement d'aller distraire les gens. Autant quand on crée un YouTube, on cherche un Facebook, on cherche à rassembler les gens, à les connecter entre eux pour qu'ils puissent prendre des nouvelles. Quand on crée un YouTube, éventuellement, on cherche à instruire les gens en leur proposant des documentaires, en leur proposant des vidéos. Il y a une partie de distraction, j'entends bien, mais ce n'est pas nécessairement 100% du cœur du projet. Sur TikTok, on ne peut faire que se distraire. D'ailleurs, on le voit bien, hein, quand on ouvre l'application, on ne nous pose même pas la question de savoir ce qu'on veut regarder. On nous balance directement du contenu. Sur YouTube, on va nous demander quel type de vidéo vous voulez aller voir. Un reportage sur les chevaux, un reportage sur les chats, un reportage sur… Là, sur TikTok, on nous propose directement du contenu. Donc, l'intention même dans la création du réseau social a été profondément différente entre Facebook et TikTok. TikTok a été complètement créé et intégré avec l'IA. Alors, 2 IA, encore une fois, les deux mêmes, qui vont analyser le contenu et qui vont analyser le comportement des consommateurs, qui sont extrêmement puissantes. Quand vous commencez à utiliser TikTok, on ne s'embête même plus de vous demander un compte. On ne s'embête même plus de savoir si vous êtes un garçon, une fille, si vous aimez les chats, les chiens, si vous habitez en Bretagne. Non, on vous demande un numéro de téléphone, votre âge. Il n'y a que ça. Toute la création de la connaissance utilisateur va se faire par déduction de ce qu'il va consommer. Et ça a été un des premiers à le marquer aussi fortement et à le réussir aussi efficacement. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un contenu seulement par rapport à ce que vous avez aimé. Et si vous faites l'expérience, vous allez voir que cette IA qui a pour mission de vous connaître et de vous proposer un contenu spécialisé, ou adapté en tout cas, personnalisé, au bout des 30, 40, 50 premières secondes, elle va commencer à diverger. C'est-à-dire que si moi, j'ouvre un compte TikTok en même temps que Simon, et ben, au bout de 30, 40 ou 50 secondes ou 1 minute, on va commencer à avoir des contenus qui divergent. Ça veut dire que le rythme d'apprentissage, il est juste dingue. Il est juste extrêmement rapide. Donc ça, c'est effectivement un des premiers points sur lequel TikTok a été vraiment en rupture par rapport au précédent. Enfin, c'est un des points sur lesquels TikTok a été en rupture. Un des autres points qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on a un réseau social chinois qui déferle aussi rapidement sur l'Europe, ou en tout cas sur le monde, sur l'Europe, les États-Unis ou sur l'ensemble du monde. Alors, ça ne nous posait pas tellement de problèmes avant, puisque globalement, avant, c'était Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et consorts. Ça appartient tous à des copains américains. Culturellement, on est assez proche d'eux. Politiquement, bon an, mal an, on est à peu près dans les mêmes dynamiques. Là, on voit vraiment une espèce de nouvelle guerre froide arriver entre qui va créer le meilleur algorithme de réseau social entre les Américains et entre la Chine. Donc voilà, donc ça a donné droit à beaucoup de problèmes aux États-Unis, d'embargo sur TikTok, les données, où est-ce qu'elles vont. Après, voilà, il faut aussi voir que les données qui sont utilisées, ça veut dire que TikTok, en un claquement de doigts, il est capable de dire qu'est-ce qui plaît à la nouvelle génération en Europe, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Donc, même s'il n'y a pas de collecte de données nominatives, il y a quand même une appréhension et une finesse d'analyse du marché qui est extrêmement forte. D'accord. Donc, pour comprendre un peu comment toute cette IA fonctionne, peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans un aspect un peu plus technique avec vous, Stéphane. Dans les applications dont vous nous avez parlé au tout début dans votre journée type, ou même les réseaux sociaux qui viennent d'être évoqués, quel type d'IA va être utilisé? Car on sait qu'il y a plusieurs types. Donc, dans ces applis-là, qu'est-ce qui va être utilisé? Oui, déjà, ce que j'ai précisé, c'est qu'il ne faut pas confondre l'IA et les outils de mathématiques. C'est deux choses distinctes. Donc, vous avez les outils, vous avez certainement entendu parler de machine learning, de deep learning. Ça, ce sont des façons de modéliser, de prévoir le futur, de prévoir des événements, de savoir ce qui va se passer en probabilité. L'IA va utiliser ces outils-là, mais avec une surcouche qui va gérer, par exemple, l'auto-apprentissage. Je vous donne un exemple. Je peux modéliser pour chacun d'entre vous la probabilité de ce que vous allez faire ce soir. Maintenant, ça peut être fait ponctuellement, ou je peux me mettre en capacité, comme TikTok, de le faire tout le temps. Si c'est tout le temps, ça va auto-apprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention humaine dans cette capacité à apprendre. Pour aller plus loin, vous avez aujourd'hui des IA qui apprennent des langues tout seuls, qui construisent même des langages entre deux IA absolument seuls. Il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que les Siri, Cortana ou autres, ce sont des règles, ce sont des auteurs derrière.
Ce n'est pas de l'auto-apprentissage. Maintenant, il y a Google, des labs de Google et de Microsoft qui ont créé des IA qui sont, elles, capables d'apprendre toutes seules des langues. Donc, ça veut dire que typiquement, tout le boulot que font les auteurs aujourd'hui pour faire Siri et Cortana, demain, ils n'existeront plus, puisque l'IA va apprendre toute seule. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez, grosso modo, en schématisant, en simplifiant, il y a 3 formes d'IA. Il y a l'IA qu'on appelle symbolique. L'IA symbolique, tout le monde connaît, ce sont des règles. Donc, je vous donne un exemple. S'il fait 30 degrés, il fait beau, alors je mets des vêtements légers. C'est vrai dans 99,99999% des cas. Ça devient une vérité. Et ce n'est pas remis en cause. Mais vous voyez que là, il n'y a pas d'intelligence, c'est simplement j'ai fait le constat que, et donc la règle est celle-ci. Deuxième type d'IA, et ça vous avez beaucoup, typiquement beaucoup de bots conversationnels sont comme ça. Beaucoup de services après-vente où vous chattez sont construits de cette logique-là, comme Cortana, comme Siri, exactement de la même manière. Vous avez ensuite l'IA dite faible. L'IA dite faible, c'est toute l'IA auto-apprenante qui existe aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va trouver sur les médias sociaux, clairement, mais c'est ce qu'on va trouver dans la voiture autonome, c'est ce qu'on va trouver à peu près partout. Elle est dite faible, tout simplement parce qu'elle a besoin d'un objectif. Donc, Martin l'a bien expliqué, l'objectif de TikTok, c'est se divertir. Et je connais l'objectif. Vous voyez, si je ne connais pas d'objectif, je n'ai pas cette IA-là. Elle n'est pas possible parce que ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va maximiser la prévision de ce qui va se passer pour prendre la meilleure décision. Et vous avez le dernier type d'IA, qui est l'IA dite forte, qui est équivalente à notre façon de raisonner. Celle-ci, elle n'existe pas, très clairement, aujourd'hui. Et alors, certains disent que ça sera dans 30 ans, d'autres disent que ça sera dans 60 ans. On n'est pas prêt d'y être. Dans tous les cas, il y a énormément de défis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que déjà avec l'IA faible, on arrive à faire des choses incroyables. Alors évidemment, sans avoir la puissance du cerveau humain, mais sur des pans précis, on est battu largement. Il suffit de voir le jeu de Go, par exemple. Justement, je réfléchis au fait, vous avez répondu même à mes questions suivantes sur les types d'IA et les intérêts de chacun. Ouais, donc c'est intéressant. On se demande quelles seront les possibilités de l'IA dite forte, donc quand on sera capable d'en développer, comme celle-là. Alors, je vais vous donner déjà des exemples d'utilisation pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors, Martin parlait de bulles. Alors, vous avez la bulle sur les médias sociaux, mais tous ceux qui utilisent des Deezer, Spotify, Apple Music ou autres, vous voyez aussi tout ce qui est moteur de recommandation. Si vous faites bien attention, ils apprennent de vous et en effet, ils vous proposent des choses que vous aimez, mais pas tout ce que vous aimez. Tout simplement parce qu'on est sur de l'IA dite faible, donc convergente. Et par définition, la convergence vous enferme dans des bulles. Alors, c'est des bulles de préférence, mais c'est aussi des bulles de consommation, c'est toutes les bulles de ce type-là. Et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est d'introduire, alors je vais utiliser un terme que Martin a utilisé, mais pas dans le même sens, de la divergence. La divergence, alors je vais dire un terme un peu plus sympathique que j'aime beaucoup, c'est de la sérendipité programmée. Ça veut dire que je vais donner une chance qu'il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. Parce que regardez, si je prends la musique, vous avez des goûts qui sont extrêmement éclectiques. Alors vous avez peut-être 2-3 types de musique que vous aimez particulièrement, mais de temps en temps, vous pouvez aimer des choses qui n'ont strictement rien à voir. Et ça, c'est notre richesse, c'est ce que nous sommes. Et l'IA, elle ne peut pas comprendre ça. Elle va essayer, pour maximiser le résultat de l'expérience, ne faire que converger vers ce que vous aimez. Donc, si je vous propose que des choses que vous aimez tout le temps, évidemment, elle va s'auto-alimenter et elle va elle va s'auto-prévoir finalement. Donc, c'est un cercle qui est extrêmement insidieux. Et c'est pour ça que, typiquement, quand il y a eu le Brexit en Angleterre, les gens qui votaient oui pour le Brexit ne comprenaient pas qu'il y ait autant de personnes qui votaient non. Et l'inverse était vrai, tout simplement parce que dans leur relation, tout le monde pensait comme eux. Ils ne voyaient pas l'opposition. Donc, c'est sociétalement extrêmement dangereux, vous l'imaginez bien, d'un point de vue politique. Et ça, c'est toute l'IA dite faible qui a ces travers-là. Après, il y a des trucs extraordinaires, hein, très clairement. La voiture autonome, on va y arriver. Quand je vous parlais de l'exemple de l'avion, l'avion, technologiquement, on est tout à fait prêt déjà à avoir des avions sans pilote. Et si vous regardez bien, les incidents, hormis le dernier sujet de Boeing, malheureusement, mais les incidents précédents, c'était essentiellement des erreurs humaines.
Ce n'est pas des erreurs d'algorithmie. Il faut savoir que sur un avion, vous avez 5 systèmes informatiques de backup. S'il y en a un qui tombe, il y en a encore 4 derrière. Et j'avais eu l'occasion d'être assis à côté d'un pilote d'essai dans un vol, et il me disait que, du coup, naturellement, je lui ai tout de suite posé la question, mais on est arrivé au quel niveau de système? Au pire, il m'a dit au 3 jusqu'alors. Donc, vous voyez, mais qui monterait dans un avion sans pilote aujourd'hui? Pas grand monde. Vous voyez, donc là, on est toujours dans cette logique-là. Et l'IA dite forte, on en a. Alors, j'ai bien aimé l'introduction avec Matrix, parce qu'il y a pas mal de points que je trouve très intéressants dans Matrix. L'IA dite forte, c'est cette capacité à diverger. Diverger, c'est quoi? C'est avoir une vue holistique de mon environnement. Et donc, quand on parlait de la conscience tout à l'heure, eh bien oui, si je rentre dans cette voie-là, je commence à avoir une conscience. Donc, ça veut dire que concrètement, l'IA a un rôle très important. Alors, vous avez aussi beaucoup de contenu là-dessus. Vous avez des séries type Westworld ou autres qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. Mais ça sera possible dans un futur que je ne sais pas vous dire. Mais c'est cette logique de divergence, de conscience qui va faire la différence. Alors, on en est encore une fois, j'insiste, très, très, très loin, mais ne sous-estimons pas l'IA. Et le principal point que moi, je vois par rapport à la société, par rapport à plein de discussions que je peux avoir ou des think tanks ou autres auxquels je participe, c'est qu'on sous-estime la puissance actuelle déjà des IA. Premièrement, on sous-estime leur puissance et deuxièmement, on sous-estime leur nombre. Il y en a partout. Et le troisième point qu'on oublie, qui est essentiel, parce que sans ça, ça n'existe pas, c'est qu'on fabrique de plus en plus de données. Plus je fabrique des données, évidemment, plus l'IA sera précise, et plus elle sera précise, plus elle nous connaîtra, et avec tous les bienfaits que ça peut avoir, mais aussi tous les travers. Ce qui nous amène du coup à rebondir un peu sur le marketing. Car ce qu'on sait, c'est que tous ces éléments que va nous apporter l'intelligence artificielle vont avoir un impact direct sur le marketeur qui va pouvoir toucher directement son consommateur, ce qui va lui permettre par exemple de développer un parcours client pertinent, d'optimiser son expérience utilisateur aussi, notamment grâce à la personnalisation due à cette collecte de données, d'avoir une vision aussi plus précise de ces profils de consommateurs, ce qui nous conduit donc à recentrer le sujet sur l'IA dans le milieu du marketing et donc à se poser la question de quelle va être son influence dans les années à venir. Et donc, Stéphane, selon vous, quelles possibilités techniques et technologiques l'IA va donner au marketing? Et globalement, si on part du point de vue de l'IA, quels seront les métiers marketing de demain et quels seront les métiers marketing d'aujourd'hui qui n'existeront peut-être plus demain? Ok. Alors pour illustrer le propos, je vous l'ai dit en introduction, moi, je considère que le marketing tel qu'on le fait aujourd'hui et tel qu'on vous l'enseigne au passage, je suis désolé de vous le dire, il est mort. Il est fini. Il y en a un autre qui est en train de naître, qui est balbutiant aujourd'hui, mais qui sera complètement différent. C'est ce que j'appelle le marketing de la singularité. Et nous, à titre professionnel, on a même déposé un nom avec l'individuation marketing. L'idée, c'est de dire que je vais considérer une relation unilatérale avec chacun d'entre des clients. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça veut dire, là, je suis face à vous, je suis seul, donc je parle d'un discours que je vais essayer de trouver performant pour tout le monde. Je vais faire la reformulation, je vais faire tout ça. Imaginez que je sois en capacité de me dédoubler, que j'y ai autant de Stéphane que de personnes, et que je sois en capacité d'interagir avec vous. Je ne vais pas du tout dire la même chose ou utiliser les mêmes mots à chacun d'entre vous. Et imaginez maintenant que je vous connaisse en plus. Je sais ce que vous aimez, je sais ce que vous n'aimez pas, je sais ce avec quoi vous êtes à l'aise, ce avec quoi vous n'êtes pas à l'aise. Je vais complètement interagir de façon singulière avec chacun d'entre vous. C'est ça le marketing de demain. Ce marketing de demain, il ne peut pas être totalement humain. Ce n'est pas possible. Et donc, on travaille sur ces aspects-là pour vous donner une idée en termes de marketing. Imaginez que vous ayez 1 million de clients, vous ayez 5 canaux et 200 possibilités opérationnelles. Si vous faites 1 million x 200 x 5, vous avez 1 milliard de possibilités. Il faut prendre des décisions. 1 milliard, parmi ces 1 milliard de possibilités, il faut prendre des décisions unitairement. Aucun humain ne sait faire ça. Le marketeur aujourd'hui, c'est un marketing de compromis. C'est-à-dire que c'est une personne qui va
compte tenu des problématiques business ou autres, décider de faire de la communication, des campagnes, mais il va essayer de trouver le meilleur compromis possible compte tenu de ce qu'il fait. Il est en incapacité de s'intéresser à chacun des clients. C'est pas possible. Le marketing de demain, c'est plus ça. C'est donc une capacité à s'intéresser à chacun des clients unitairement, ce qui veut dire que le rôle de l'humain, il a considérablement changé. Il ne prend plus de décisions opérationnelles. Il ne fait que créer des possibilités opérationnelles. Donc, c'est un métier qui est infiniment plus créatif, qui est beaucoup plus proche finalement de nos capacités humaines et de nos caractéristiques, et qui se débarrasse d'une grande partie de la gestion. Alors, quand je le vois chez mes clients, hein, quel que soit le secteur d'ailleurs, peu importe, on voit 85% du temps marketing aujourd'hui dédié à la gestion. Eh bien, l'idée, c'est de l'inverser. C'est que 15% du temps marketing soit dédié à la gestion, 85% du temps marketing soit dédié à la communication, à la création, à l'expérience de l'utilisateur, du client. Tout a changé. Alors, de fait, quand j'ai dit ça, vous comprenez que les métiers ont changé radicalement. L'organisation même de l'entreprise va changer. C'est plus un chef de produit qui va dire « Ah ben, j'ai l'idée du siècle, on va faire ça ». Non, le chef de produit devient un fournisseur, ce qui est complètement différent. Il y a des métiers, comme la gestion de campagne ou autre, qui vont se reconcentrer totalement sur la création, plus du tout sur la gestion. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Évidemment, il y a des problématiques. Même les data scientists, hein, qui sont aujourd'hui les rois de ces métiers-là, pour moi, leur rôle, il est mort déjà aujourd'hui par rapport à ce dont je suis en train de parler. Parce que toutes les modélisations, tout le travail va se faire automatiquement. Par contre, ils vont avoir un autre rôle qui va revenir, c'est de faire de la veille, de l'analyse pour identifier des nouveaux besoins, des nouveaux patterns de consommation ou autres. Mais plus de prod, c'est fini. Vous allez avoir évidemment des nouveaux métiers comme le garant du respect des clients. Typiquement, on parlait tout à l'heure de Facebook. Facebook, il y a tous les algorithmes dont Martin a parlé. Il y en a un autre, mais qui n'a pas du tout les mêmes moyens, qui est là pour lutter contre ces algorithmes qui enferment dans des bulles. Mais grosso modo, quand ils investissent 100 dans l'algorithme d'animation, ils investissent 5 dans cet algorithme-là qui est censé lutter. Donc, vous voyez, ce n'est pas équitable. Mais dans l'entreprise, ce sera important d'avoir ça. Il y aura une dimension éthique, on en parlera tout à l'heure, ou aussi des personnes qui travailleront que sur ces sujets-là, de l'éthique dans la relation client, au travers de l'usage des data et ainsi de suite. Mais on en reparlera. D'accord. Ok, merci. Et donc, Pour illustrer, excuse-moi, pour illustrer ce que disait Stéphane, je suis tout à fait d'accord. Je prends l'exemple d'une solution mail pour essayer de poser un outil dessus qui s'appelle Sendingblue. Sendingblue, par exemple, vous propose aujourd'hui d'envoyer votre campagne à l'heure qui lui semble, lui, la plus propice à l'ouverture de mail. C'est-à-dire que client par client, il aura fini par analyser que cette personne ouvre ses mails le week-end, ou plutôt le lundi soir, ou plutôt le mercredi matin, ou plutôt… et donc, on a déjà en fait cette partie qui sort du spectre du marketeur de en fait, à quel moment est ma meilleure campagne? Non, c'est plus moi qui le gère. Là, c'est une IA. Et vraisemblablement, elle le fait mieux que moi. Il y a peu de doute là-dessus, puisqu'elle le fait de façon unitaire. Voilà. Vas-y, Martin, vas-y. pardon. Non, je t'en prie. Je voulais donner un autre exemple qui allait dans ce sens-là. Ce qui est vraiment en train de se passer, et c'est à l'image de TikTok, je trouve que TikTok, bien que ce soit un réseau social, l'approche est exactement celle-ci. Vous avez un contenu par consommateur ou par utilisateur. Et ça sera la norme demain dans la majorité des entreprises. La majorité d'entreprises, celles en tout cas qui auront compris que la mine d'or, c'est la donnée, c'est la data. Alors, ça suppose deux choses. Ça suppose en générer, ça suppose la stocker et évidemment l'exploiter. Mais on y reviendra, j'imagine, tout à l'heure. Stéphane, vas-y à toi. Oui, un exemple complémentaire. J'ai parlé d'un de mes clients sans le nommer. On est de l'autre côté de l'Atlantique. Ils avaient 6 personnes qui généraient 3 campagnes par jour. Et aujourd'hui, ils ont une demi-personne qui gère 2000 opportunités relationnelles par jour. Alors, quand je dis qu'ils gèrent, elles vérifient juste que tout va bien. Et les 5,5 personnes n'ont pas disparu. Elles font quoi? Eh bien, elles créent, elles gèrent toutes les opportunités pour qu'il y en ait toujours de plus, toujours plus, toujours plus. Parce que plus il y en a, c'est TikTok, plus je serai proche du besoin de chacun des consommateurs. Bien sûr. Donc, pour rebondir un peu sur ces transformations qui vont apparaître, peut-être Martin, vous pourriez nous expliquer très rapidement où est-ce que le marketeur il en est aujourd'hui de son utilisation justement de l'IA et surtout quels vont être les gros enjeux de transformation pour lui
Est-ce qu'il y aura des moyens, vous pensez, qui vont être mis en place pour développer par exemple des formations pour accompagner les non-initiés? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'on va assister en parallèle au développement, à la croissance des métiers du conseil en digital pour accompagner toutes ces entreprises-là? Alors, je l'espère qu'on va voir le conseil augmenter. Non, trêve de plaisanterie. Alors, moi, je ne suis pas du tout sur la même type de clientèle que Stéphane, c'est-à-dire que moi, j'accompagne des TPE et des PME sur un tissu local, donc c'est-à-dire qui sont pas forcément les mêmes clients que Stéphane. Tu pourras en reparler, Stéphane, si tu veux. Moi, la problématique que je rencontre, alors, on a déjà vu il y a quelques années la vague du digital passer. On le voit aujourd'hui. Alors moi, je suis à Rennes comme vous. Que la vague web n'a pas encore fini son œuvre et que vous avez encore des pans entiers qui sont récalcitrants. On l'a vu avec la crise, l'affolement du e-commerce et de la digitalisation, notamment des magasins ou de certains magasins. Ça a été déjà une première étape. Donc, projeter ces gens-là dans l'utilisation de l'IA, ça paraît aujourd'hui encore peu probable. Ce qu'il faut, alors on est face à deux limites. La première, c'est la prise en considération de la donnée. Je viens d'en parler là, juste avant. Sans quoi rien n'est possible. Alors la donnée, c'est évidemment de la donnée client, c'est plus pertinent. Évidemment, quand on a 35 clients, c'est compliqué de faire tourner une IA sur 35 clients et on va aller chercher d'autres données. Et c'est aussi pour ça que l'avènement des réseaux sociaux a aussi fonctionné. Ça vous permet de faire tourner une IA et d'avoir des résultats cohérents sans même que vous ayez autant de clients. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des solutions que vous pouvez utiliser. Vous envoyez les mails de vos clients et une IA va s'occuper d'aller chercher des profils identiques sur les réseaux sociaux. Des prospects qui ont les mêmes particularités, les mêmes singularités, les mêmes comportements, on imagine un tas de choses. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on n'a pas une volumétrie de clients extrêmement importante et qu'on ne peut pas faire tourner d'IA en interne. C'est pour ça qu'on voit aussi cette scission qu'on voit arriver entre l'IA qui va tourner sur ses propres bases, alors que ce soit une IA sur étagère, c'est-à-dire j'achète une solution d'IA, je la plug sur mes bases, ou une IA complètement adoptée à mon domaine d'activité, et les gens qui vont faire tourner des IA sur des bases de données ou sur en tout cas des informations qui ne sont pas nécessairement les siennes. Donc pour revenir à votre question, qui était, Amélie, rappelle-moi ta question. C'était donc les enjeux de transformation pour les métiers vraiment du marketing, oui. Les moyens mis en place pour les former, etc. Alors, les enjeux de transformation, ils vont très clairement se situer autour de la donnée. Ça fait déjà un moment qu'ils le font. Les grands groupes utilisent le téléphone pour aspirer les données de façon importante, ou en tout cas en générer de façon importante. Amazon vient de sortir un bracelet très intéressant là, qui est censé capter votre humeur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on met l'humeur, je ne sais pas comment est-ce qu'on la calcule, mais qui est censé capter votre humeur et vous dire si vous êtes et voir à quel moment vous êtes le plus enclin à acheter tel ou tel produit, à ouvrir telle ou telle chose, à faire tel ou tel. C'est par le stress. C'est par le stress. D'accord. Bon, donc Allo, vous pourrez aller voir Allo de chez Amazon, qui va nous donner encore un peu plus d'informations et qui en tout cas est un capteur de données assez important, comme peut l'être le téléphone ou le comportement web ou un certain nombre de choses. Donc le premier enjeu, il va clairement se situer au niveau de la donnée, ça veut dire commencer à la stocker, commencer à la traiter, commencer à la ranger, commencer à avoir des choses qui soient propres. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui n'ont pas de base de données client ou en tout cas pas de base de données exploitée ou exploitable. Et ça, à mon avis, c'est la première brique pour pouvoir construire une IA ou en tout cas à poser des briques d'IA saines dessus. Et celles qui ne le feront pas, elles seront condamnées à utiliser des outils d'IA qui seront les réseaux sociaux et qui iront tourner sur des IA qui ne sont pas les siennes, avec des bases qui ne sont pas les siennes. Donc, c'est là où on perd une vraie… on perd alors aussi le rôle du marketeur, mais cette fameuse boîte noire dont on parle souvent dans l'IA, vous imaginez qu'elle est encore plus noire et plus importante quand on parle d'IA sur les réseaux sociaux que quand on parle d'algorithmes qu'on a posés sur nos bases. On a beaucoup moins de contrôle, c'est moins proche, c'est plus loin de nous, donc on la comprend peut-être un petit peu moins. Voilà. Après, est-ce qu'il y aura de la formation ? Oui, comme tous les nouveaux sujets, regardez le nombre de développeurs web que vous pouvez trouver aujourd'hui. Il y en a pléthore, il n'y en avait pas autant il y a 15 ans.
bon, dans 15 ans, les développeurs web, il y en aura peut-être moitié moins et il y aura peut-être autant de penseurs ou d'intégrateurs d'IA, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ce métier-là, mais en tout cas, voilà, de stratèges de l'IA ou comment intégrer l'IA dans votre société. Ok. C'est hyper intéressant. C'est tellement intéressant que le temps passe trop vite pour toutes les questions qu'on avait prévu de vous poser. Donc, on va passer à une partie où on va ouvrir un peu le sujet de l'IA au-delà du marketing et on va aller directement sur l'éthique et l'IA. En fait, c'est une question qui a déjà été vue et revue, mais ce qu'on veut voir à vous, c'est votre point de vue là-dessus. Limite que peut-être que vous discutiez tous les deux là-dessus. L'IA peut-elle rimer avec éthique? Pour l'illustrer, on va prendre l'exemple donc très connu de la voiture autonome. Déjà, en cas d'accident d'une voiture autonome et d'un autre usager de la route, qu'il soit motorisé ou non, si jamais c'est la personne dans la voiture autonome qui est en faute, qui doit être responsable? Est-ce que c'est la personne qui conduit? Est-ce que c'est la personne qui a fabriqué la voiture? Est-ce que c'est la personne qui a entraîné l'intelligence artificielle? Et des dilemmes qui sont encore plus complexes. Si jamais il y a deux jeunes hommes qui traversent, mais qui sont en faute de traverser, qui sont sur la route de la voiture, ou deux personnes âgées qui traversent, mais qui sont en droit de traverser et que la voiture arrive trop vite, est-ce que la voiture doit rentrer dans les jeunes hommes, mais qui sont en tort, mais qui sont plus jeunes, donc qui restent plus à vivre? Est-ce que la voiture doit rentrer dans les vieilles personnes, mais qui n'ont rien demandé? Est-ce que la voiture doit aller dans le fossé et tuer son conducteur? C'est toutes ces petites questions-là. Quel est votre avis, vous, sur l'IA et l'éthique, ou quel est le futur de l'IA et l'éthique? Vas-y Stéphane, si tu veux. Alors, dans l'éthique, il y a plusieurs choses. Il y a l'éthique liée aux données, tout simplement, au recueil des données ou autre, qui est un préalable. Alors, on a de la chance en Europe, on a quelque chose qui s'appelle la RGPD, qui est une chance incroyable dans le monde. Donc, vous voyez, je fabrique des logiciels, j'utilise tout ça à fond et je suis un fervent défenseur de plus de lois et plus de restrictions. Tout simplement parce que l'IA, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite et je vais parler d'un autre sujet, mais je vais juste le citer. Par rapport aux utilisations militaires, il n'y a aucun traité international qui régit l'utilisation des données et de l'IA dans des dimensions militaires. Pour moi, c'est absolument scandaleux. Et on devrait tous se réveiller et tous dire il faut arrêter les bêtises, là, il faut y aller. Je ferme la parenthèse. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'usage. Alors, la question a été bien posée par rapport à ce dilemme-là, qui est un dilemme de décision sociétale. Il faudrait qu'on arrive à une convergence sociétale de quelle est la moindre perte dans cette histoire-là. Je n'ai pas d'avis sur cette question-là, mais c'est obligatoirement une dimension sociétale. Ensuite, il y a d'autres sujets qui sont, pour moi, insidieux, dangereux et qu'il faut absolument connaître de façon à être vigilant et il faudrait les encadrer par la loi. Je vous donne des exemples très concrets. Il y a de plus en plus d'expérimentations. Le premier pays à avoir fait ça, c'est la Lettonie, avec des décisions de justice liées à l'IA. Mais aujourd'hui, pour que l'IA fonctionne, Martin l'a bien dit, il faut des datas. Donc, dans les décisions de justice, je vais étudier toute la jurisprudence. Je vais prendre ça. Mais est-ce que dans la jurisprudence, j'ai le contexte? Je n'ai pas le contexte. J'ai juste des faits. Le contexte, ils sont... le contexte. Voilà, est-ce que je peux apprécier le contexte? Il est oral très souvent, cette explication de contexte, elle est orale, elle est dans les cerveaux des différentes personnes et des différents protagonistes. Donc, je vais prendre des décisions de justice sans connaître sur la base de données, mais qui n'est pas exhaustive. Donc, en quoi cette décision est juste? En quoi d'apprendre sur des cas d'il y a 10, 15, 20 ans est juste par rapport à aujourd'hui? On dit comme ça, la réponse est en rien. Donc, vous voyez, là, problème d'éthique. Si je reviens, l'autre problème qu'on a, c'est le biais dans les données. Et pour moi, celui-ci, c'est encore plus dangereux parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle absolument pas, mais il est présent partout. Alors évidemment, la RGPD dit on va enlever des données sensibles. Alors les orientations sexuelles, politiques, ceci, cela, très très bien. Mais c'est très facile de les retrouver. Très très facile. Sans avoir ces données-là, vous pouvez les retrouver. Donc vous voyez, c'est la limite de l'exercice. De la même manière, si on va jusqu'au bout, puisque je vous enferme dans des bulles, il y a une dimension manipulatrice. Donc, est-ce que c'est éthique, ça? Non, ce n'est pas éthique non plus. Donc, vous voyez, l'éthique, elle est absolument partout. C'est malheureusement un sujet qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis sur la table.
On va parler d'exploits technologiques, on va parler de serviciels, on va parler typiquement Amazon je vais réagir là en tant que citoyen. Amazon qui dit mettez un bracelet et je vais savoir quand est-ce que je peux vous vendre. Et on marche sur la tête, je suis désolé, en tant que citoyen. Parce que derrière, c'est pour vendre, très bien, mais ça peut être pour tout à fait autre chose. À quel moment je dois vous diffuser tel message ou tel autre message, parce que c'est le moment où vous êtes le plus sensible, le plus à l'écoute, vous avez des difficultés, donc je peux profiter de ce moment-là pour discuter avec vous. Donc vous voyez, l'éthique, elle est au cœur de l'IA. L'IA sans éthique, pour moi, ça n'a aucun sens et ça a un avenir, mais ça a un avenir désastreux pour la société. Je suis complètement d'accord avec toi, Stéphane. Je pense qu'il faut vraiment voir l'IA comme un outil et comme chaque outil, on en fait exactement ce qu'on en veut. L'IA n'est pas du tout à blâmer. Par contre, la réflexion autour de l'IA et les endroits dans lesquels on souhaite l'amener, c'est tout à fait discutable et ça doit être tout à fait encadré. Moi, il y a quelque chose qui me gêne profondément dans cette approche-là, enfin, pas dans cette approche, pardon, dans le paysage qu'on a aujourd'hui. C'est que, Stéphane, tu l'as dit, on est entouré d'IA et je pense qu'on l'a compris aujourd'hui à la fin de la visioconférence, qui d'ailleurs a vraisemblablement une IA pour corriger le son ou l'image. En fait, c'est jamais étiqueté. C'est-à-dire que personne ne nous dit « Ok, à ce moment-là, vous avez de l'IA, voilà ce qu'elle traite comme données ». Ça, c'est un vrai sujet. On parle de révolution de l'IA qui a eu lieu il y a quelques années. Descendez dans la rue et demandez à des gens l'IA, on en est où? C'est pas arrivé, ou c'est les balbutiements, ou vraiment non, moi l'IA, j'y touche pas. Bah si, du matin au coucher, en fait, vous êtes collé à l'IA. Et ça, c'est un vrai sujet. Là-dessus, je voudrais apporter un logiciel, alors je ne suis pas du tout actionnaire, mais qui a dans son approche est très intéressante. Stéphane, tu dois connaître, c'est Flint. Flint, il fait de la veille informationnelle pour vous. Et il a cette interaction avec l'IA qui est très amusante, c'est-à-dire qu'il va vous proposer, alors vous lui dites, moi je suis intéressé par le marketing, par n'importe quel sujet, et il va vous donner 10 articles par jour. Et vous devez interagir avec ces 10 articles. Oui, j'aime bien, non, j'aime pas. Oui, j'aime bien, non, j'aime pas. Alors c'est un peu manichéen, mais ça montre que l'IA est un outil et ça le replace du coup bien dans son rôle d'outil, je trouve, cette démarche-là. Voilà, Flint, c'est plutôt intéressant. Je verrai là-dessus. Ok, ça marche. On va peut-être du coup passer maintenant aux questions de l'audience. Si certains ont des questions à poser à Martin et Stéphane, vous pouvez les poser directement dans le chat afin qu'ils puissent y répondre. Alors, si je pourrais rajouter pendant que les premières questions arrivent, on a quand même quelque chose qui est en train d'arriver qui est assez intéressant, qui est tout le positionnement de Google et Apple sur justement cette protection de données. Ça fait quelques temps que Google nous dit attention, les données, moi je les protège au sein de mes appareils avec des puces dédiées, des endroits de stockage dédiés. C'est une première approche. Là, vous avez toute la problématique d'Apple qui est en train de dire moi sur mon Apple Store, les données, les applications qui y sont et les données qui sont utilisées, je veux avoir un droit de regard. C'est bien toute la confrontation qui se passe en ce moment avec Facebook, d'ailleurs, pour pouvoir dire à terme, acheter un iPhone, c'est être garant de vos données et c'est avoir une vision sur ce qui sort, ce qui rentre et ce qui est utilisé. Bon, c'est une première approche intéressante. C'est perfectible, j'entends, mais… Voilà, et si je puis me permettre, c'est surtout une position de monopole qui permet de faire ça. Bien sûr, et puis ils ne font pas ça pour être… c'est pas de la philanthropie. Ah non, loin de là même, parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement omnipotents que mettre ces barrières, faire ça devient une barrière à l'entrée à des nouveaux entrants. Donc, ça ne fait que perdre, que consolider leur monopole. Non, je suis d'accord. Sur le point de vue juste traitement de la donnée, je trouve que c'est intéressant. Sorti de son contexte, je suis complètement d'accord avec toi. En parlant de monopole, c'est d'ailleurs une de nos questions. Si vous pensez qu'avec le temps, on va arriver vraiment à une hégémonie des grandes puissances intouchables comme justement Google, même Apple, Instagram, TikTok, etc., qui vont vraiment, grâce à la puissance de leur IA, devenir intouchables et surtout ne pas pouvoir être rattrapés par des plus petites entreprises en raison… C'est déjà le cas. Ouais. Avec tout le travail que je mets, ma société ne deviendra pas Google. Je me le souhaite pourtant tous les matins, mais ça n'arrivera jamais malheureusement.
Non, il y a ce phénomène-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour autre chose. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on Oui. rejoint aussi la problématique de l'éthique. Moi, je vais même plus loin. Je pense qu'il y a des entreprises qui diront demain, mais moi, chez moi, il y a zéro donnée. Il n'y a rien. Et c'est un positionnement de choix comme du commerce équitable ou autre. Ça sera vraiment mis en avant. Ensuite, et c'est là où la transparence dont parlait Martin est importante. Hein. C'est concrètement, je fais quoi de vos données, je les utilise, je les utilise pas. Et c'est une construction. Alors, ça fait rire mes amis juristes quand je dis ça, mais c'est un contrat moral. Le contrat moral, par définition, il n'existe pas. Un contrat, c'est pas moral. Mais c'est cette dimension-là qui est intéressante. Et c'est pour ça que pour moi, il y a la place pour un autre modèle, indépendamment de toutes les données qu'ils peuvent avoir. Ensuite, juste pour finir, et vous savez qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un grand mouvement pour démanteler ces gros groupes. Bon, il se trouve qu'ils sont tous préparés à l'avance, hein, donc ils sont déjà prêts à ce démantèlement, sauf Apple qui a du retard là-dessus. Mais tous les autres sont déjà prêts à être démantelés. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. La première, qu'en est-il de la législation? L'IA est-elle dépendante d'une législation instable ou floue sur le sujet? Oui, clairement, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, on a un cadre RGPD qui a le mérite d'exister, mais qui est imparfait par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Le problème, il est relativement simple, c'est que la temporalité de la législation est en totale décorrélation avec la temporalité des usages. Donc, par définition, la législation ne peut être qu'en retard. Et c'est pour ça que c'est d'un point de vue sociétal, et les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer, à mon sens, d'aller plus loin que ce qui existe dans la loi et d'être très clair sur la façon de faire. Mais oui, typiquement quand il y a eu la RGPD, il y a eu d'énormes travaux de lobbying entre différents pays, entre la position par exemple de l'Allemagne et la position de l'Angleterre et de la France, parce qu'il y a eu des oppositions fortes. En Allemagne, c'était beaucoup plus restrictif avant. Et donc, il y a eu une convergence. Et cette convergence, elle a permis d'arriver à quelque chose qui ait du sens et de ne pas tuer tout un pan de métier. Et on a une autre question qui est intéressante, c'est quel est l'avenir de l'IA dans la santé? Moi, il me semble que quand j'ai lu un article qui disait que bientôt, grâce à des machines, on pourrait utiliser des machines de santé à distance, et donc un docteur norvégien pourrait par exemple ausculter un patient asiatique, et parce que il n'aurait pas besoin de se déplacer, parce qu'il mettrait, je sais pas, ses mains dans une machine et ses mouvements seraient reproduits directement dans un autre continent. Est-ce que ça, c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ou Ça existe déjà. Ouais, ça se fait aujourd'hui. Le CHU de Rennes l'a fait. Hein. Ils ont opéré avec il y a quelques années, hein, il y a 2 ans, ils ont opéré à Rennes avec un robot qui était piloté depuis le Japon. Là, dessus, il n'y a pas spécialement d'IA. La vraie problématique, c'est plutôt la problématique de la connexion. Alors là, on nous vend la 5G. Bon, la 5G, quand on est à l'hôpital au Japon et à l'hôpital à Rennes, c'est plutôt de la fibre. Mais passons par contre sur l'analyse, sur l'aide au diagnostic et l'analyse notamment d'imagerie médicale, il y a déjà eu des choses qui étaient extrêmement bluffantes. Hein. Ouais, et là, on revient sur une problématique d'éthique à la fin. Je vous donne un exemple. IBM avait beaucoup investi avec Watson sur le diagnostic. Et ils ont arrêté là-dessus tout simplement parce qu'une erreur de diagnostic, c'est terrible. Quand c'est un médecin qui se trompe, on peut l'accepter parce qu'il est humain. Quand c'est une IA qui se trompe, on ne l'accepte pas. Et évidemment, derrière, il peut y avoir des procès, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, ils ont reculé là-dessus. Mais il n'empêche, comme le dit Martin, que sur certains domaines de la médecine, ça avance considérablement. Mais comme outil, pas en remplacement, comme outil. Exactement. Alors, il y a plein de questions. Je vous laisse les choisir. Ouais. C'était aussi une de nos questions, ça concernant les TPE, PME, donc comme celle que vous avez, Martin, par exemple, qui sont plutôt utilisatrices, c'est vrai, de l'IA plutôt que créatrices. Donc, Coralie demande, dans une démarche marketing, comment mettre en place des outils d'IA simples à mettre en place pour une PME, justement. Alors, il y a beaucoup de choses, et ça, il y a un secteur du marketing qui a fait avancer tout ça, c'était notamment l'automatisation. Alors, l'automatisation, et on peut ajouter du no-code, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, très facilement aller récupérer l'ensemble de vos commentaires sur les réseaux sociaux et demander à une IA de les classer. Est-ce que c'est un bon commentaire? Est-ce que c'est pas un bon commentaire? Est-ce que c'est un moyen commentaire? Et ça vous permet très rapidement d'aller, non seulement faire des stats, j'ai 2% de mauvais commentaires, et ça me permet de me concentrer que sur les mauvais pour aller les traiter.
Ça, c'est des développements qu'on fait et qui sont pas, qui sont assez, alors qui ont le mérite d'être agiles, donc qu'on décorrèle d'un SI. Il n'y a pas de gros SI à mettre en place. Vous avez un site, il faut tomber des choses dedans, et puis ça, c'est assez facile. Je parlais de Sendinblue tout à l'heure, qui a levé beaucoup d'argent d'ailleurs pour développer son IA. Qui sont c'est clé en main. Vous utilisez Sendinblue, ça marche très bien, c'est clé en main. Non, c'est assez facile à trouver. Il y en a pas mal. Ok. Une question peut-être plus pour vous, Stéphane. On a parlé du point de vue du marketeur de toute l'opportunité que ça représentait d'avoir de la personnalisation et de l'individualisation des produits. Est-ce que pour le consommateur, ce n'est que bénéfique ou pas d'avoir des produits qui sont sans cesse personnalisés, sans cesse individualisés, des messages de com qui sont eux aussi individualisés? C'est un sentiment, pour moi, à mon sens, de tout ce que je vois au travers de toutes les expériences clients, c'est la réponse est oui. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous souhaitez recevoir un email qui est commun à tout le monde et qui ne vous parle pas, ou est-ce que vous pouvez recevoir un email qui vous parle de choses de vos centres d'intérêt? Dit comme ça, la question ne se pose pas. Vous voyez, c'est très simple. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la marque et donc une communication globale doit disparaître? Surtout pas, c'est tout le contraire. Moi, je pense personnellement que la marque aura une importance encore plus forte dans ce monde-là, parce qu'il y a ce sujet d'appartenance, de se retrouver derrière des valeurs, derrière des symboles, et l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, les deux se renforcent. Si je peux abonder dans ton sens, Stéphane, décidément, on est excessivement d'accord aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les autres jours, on n'est pas d'accord. On voit plein de sociétés qui sont en train de sortir, et j'en parlais, des sociétés qui sont plus basées sur du business, mais sur des missions, et qui ont des communications de marque et des marques qui sont extrêmement fortes. Je parle d'Asphalt toujours, que j'aime beaucoup. Je parle de nos amis les Minimondes qui sont à Nantes. Il y a beaucoup de nouvelles sociétés qui ont une nouvelle approche marketing et qui rentrent tout à fait à la fois dans ce changement d'état de données, dans ce changement écologique, dans ce changement d'économie. C'est vraiment à la croisée des mondes, et c'est un phénomène plutôt passionnant, à mon sens. Merci. On a une question également de Karl qui demande pour vous, Stéphane, concrètement, comment vous allez personnaliser la relation entre les clients et l'entreprise grâce à l'IA? Alors, ça va nécessiter pas mal de temps pour répondre. Donc, Karl, je vous invite à ce qu'on en reparle à un autre moment si vous voulez, mais je vais résumer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut, encore une fois, regardez-vous en tant que consommateur, regardez tout ce que vous laissez comme trace de données. D'accord ? Il faut partir de ça. Quand vous avez une idée, quand vous voyez tout ce que vous avez laissé et la façon dont vous vous comportez, vous imaginez tout de suite qu'on peut en déduire pas mal de choses. Je vous donne des exemples très concrets. Imaginons qu'on travaille avec de la grande distribution, par exemple. Eh bien, je sais exactement à quel rythme vous consommez votre dentifrice. Vous me l'avez montré, je le vois très bien. Je sais combien de temps il vous faut pour consommer votre liquide à vaisselle et ainsi de suite. Je sais tout ça, je le sais. Et en plus de cette connaissance qui est quasi infinie au travers de tout ce qui peut se comporter, parce que là, je parle simplement d'actes d'achat, mais imaginez avec de la navigation, ou du comportement sur des apps ou autre, tout ce que je peux récupérer en plus. Cette connaissance, on va l'enrichir. On va l'enrichir parce que je sais que vous achetez du dentifrice tous les 24 jours, par exemple. Et ce qui va m'intéresser, c'est quelle est la probabilité que la prochaine fois, vous l'achetiez chez moi. Donc là, je me place dans une logique de prospective. Donc là, je commence à avoir une information ultra fine de ce qui va se passer, des potentialités. Alors évidemment, je prends un exemple trivial avec mon dentifrice. Et de ces informations-là, je vais pouvoir agir en toute efficacité, je vais parler comme ça, tout en préservant vraiment une relation très proche de vous et très personnalisée par rapport à ce que vous faites. Alors moi, je vais jusqu'à dire que dans le futur, ce qui va se passer, il faut savoir que tous les modèles mathématiques de prévision aujourd'hui, on va chercher des micro-patterns de comportement, et c'est grâce à ça, on sait que dans 75% des cas, compte tenu de ça, voilà ce qui va se passer. Dans le futur, on pourra descendre, puisqu'on va fabriquer suffisamment de données, sur des modélisations qui seront individuelles. Et là, tout va changer pour le coup, parce qu'on rentrera vraiment on pourra complètement vous mettre en équation
pour le coup, sous contrainte d'éthique, évidemment. Mais c'est aussi, je rebondis Stéphane, sur toute la problématique de on ne sait pas clairement, ou en tout cas quand on s'y penche pas, l'ensemble des données qu'on peut laisser. Quand on rentre dans un magasin avec son téléphone, quand on va sur le site du magasin, on y laisse une quantité de données et ça, alors, à la fois les opérateurs, fabricants de téléphones ont une part de responsabilité sur la non-transparence de l'échange des données, mais aussi l'ensemble des applications qu'on télécharge sans lire les conditions d'utilisation parce que c'est trop long et déjà. Tu as tout à fait raison et j'invite tout le monde à faire l'effort de lire au moins les premières pages des conditions générales d'utilisation de Facebook. Et après, si vous avez encore le courage de rester sur Facebook, c'est ça. Alors, il y a une question sur la discrimination, c'est ça? Ouais, tout en bas, mais on avait juste une autre. Ah, pardon. Ouais. Pas de souci. Est-ce que vous pensez, par exemple Martin, est-ce que vous pensez que c'est viable de proposer des modèles qui sont aujourd'hui gratuits, des modèles payants de services qui sont aujourd'hui gratuits, avec une promesse de protection des données? Donc on voit que par exemple certains le font déjà, par exemple avec Quant, mais Quant c'est gratuit. Est-ce que ce serait viable de le faire payant? Là, William donne l'exemple, par exemple, un service Gmail payant, mais qui ne collecterait pas les données. Alors, la problématique du web, c'est que ça s'est construit sur le tout gratuit. Et ça, on le paye tous les jours que Dieu fait. On paye cette brique de croissance. Alors, quand Google nous a offert l'ensemble de ses services, évidemment, lui, on ne le paye pas en pièces. Je ne mets pas une pièce dans le jukebox dès que j'envoie un mail. Je le paye différemment. Je le paye en le laissant regarder ce qu'il y a dans mes mails. Je le paye en laissant regarder mes navigations. Je le paye en laissant regarder un certain nombre de choses. Et ça, on commence à arriver. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2020 avait déjà été assez chargé en termes de fuite de données, piratage de données, problématiques autour de la donnée. On continue sur cette fidèle lignée en 2021. Bien sûr que ça va poser problème et vous avez des services qui sont en train d'émerger. Je pense à WT Social, par exemple, qui est le réseau social de nos amis Wikipédia. C'est globalement un Facebook, sauf que la promesse, c'est vous payez $30 par mois et vos données, elles sont à vous et on ne vous exploite pas au travers du modèle publicitaire. Il y a toujours si on ne donne pas de l'argent sonnant et trébuchant, il y a toujours un problème. Quand vous partez de chez le boucher et que vous ne payez pas votre entrecôte, c'est qu'il va se passer quelque chose derrière. Et c'est exactement la même chose sur le digital. Si vous ne payez pas, c'est qu'il se passe quelque chose derrière. Ok. Ça répond à ta question, Simon? Oui, plutôt. Parfait. Donc là, la question sur la discrimination. Stéphane, comment est-ce qu'on pourrait contrer ou empêcher une discrimination qui peut vivre à travers l'intelligence artificielle et notamment via les créateurs? Je pense par exemple à la carte de crédit Apple Card, nous dit Lucas. Alors, le problème de la discrimination, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il est implicite, il n'est pas explicite. On peut enlever un certain nombre d'informations pour pas qu'il y ait de discrimination. Il n'empêche que l'intelligence artificielle va faire des corrélations qu'on n'imagine pas et va retrouver ces facteurs de discrimination. Et comme toute intelligence artificielle travaille sur l'histoire par rapport à les données, évidemment, les données historiques, par définition, s'il y a eu des discriminations, elle va les retrouver dans les données et elle va les reproduire. Ça, c'est mécanique. Donc, la seule façon d'empêcher ça, alors évidemment, quand je suis dans le cadre du marketing, de dentifrice ou autre, pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure, c'est pas trop un sujet, ça devrait aller. Par contre, quand on est sur des problématiques plus engageantes comme une demande de crédit, par rapport aux cartes de crédit, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer, une demande de logement, un job ou autre, mais là, il faut absolument lutter contre. La seule et unique façon de lutter contre, c'est de faire de l'expérimentation sur des cas pour vérifier qu'il n'y ait pas une discrimination. C'est la seule et unique façon de faire, parce que même les créateurs ne peuvent pas imaginer parmi des milliers. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas à partir de 5 ou 6 données qu'on construit ces algorithmes-là. C'est très souvent des centaines, voire des milliers d'informations qui sont prises en considération. Aucun humain ne peut imaginer toutes les corrélations qui peuvent exister parmi toutes ces informations et qui va réussir à reproduire finalement ce qui se passait précédemment. Vous voyez le principe? Donc, la seule façon de le faire, même si on fait attention dans sa conception, on n'y échappe pas. La seule façon de le vérifier, c'est de faire des plans d'expérimentation derrière. Ok.
Alors, certains les induisent volontairement, hein. Je pense à plusieurs témoignages aussi sur nos amis TikTok qui induisent volontairement des biais sur la propagation de certains contenus. Typiquement, tous les contenus politiques sur TikTok sont passés sous une forme de censure par le fait qu'ils soient amoindris en termes de viralité. Bon. Le tout, c'est de le savoir. Voilà. Allez, une dernière question. Donc celle de Karl. L'intelligence artificielle peut-elle être au service des clubs de sport pour notamment favoriser l'expérience? Ah ben oui, à fond. Je peux vous dire qu'il y a des clubs sportifs qui y réfléchissent beaucoup en ce moment. C'est vrai? Oui. Surtout des clubs de foot. Surtout des grands clubs de foot. Pas jusqu'au bout. Ça nous laisse un petit peu de suspense pour Ce sera une autre histoire. Exactement, pour une prochaine fois. On va s'arrêter là. Il me semble qu'il n'y a plus de questions. On est à peu près dans les temps. Merci beaucoup, Stéphane et Martin, d'avoir pris le temps de venir avec nous ce matin. Merci à vous tous. Et merci aussi donc que ce soit à la Promo Marketeur et à la Braise Marketing Academy et à l'IGR. Et finalement, merci beaucoup à tout le public qui a regardé. On espère que cette deuxième rencontre vous a plu. Pour notre promo de marketeur, c'était la dernière de l'année. Donc, si ça vous a intéressé, comme je vois dans le chat, tant mieux, ça nous fait chaud au cœur. Et vous allez pouvoir retrouver un peu plus haut dans le chat nos différents réseaux sociaux si vous voulez suivre l'actualité de l'après-event, avec également les sites internet d'Unicorn et de D-Aim, donc les sociétés de Martin et Stéphane, sur lesquelles je vous conseille d'aller jeter un œil, et également la Braise Marketing Academy et l'IGR. Donc voilà, on va rendre l'antenne. Merci encore à tous d'avoir été là et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.